Alors, le choc graphique dont je me souviens et qui est encore aujourd'hui est à l'origine de tout ce que je fais. Alors, c'est pas ce qui m'a donné envie de dessiner, parce que je dessinais déjà avant, mais c'est quand j'ai découvert l'animé des Chevaliers du Zodiaque, donc Saint Seiya, notamment avec le style graphique de Shingo Araki, le character designer de la série animée. Quand j'ai découvert son style de dessin simple, fluide, dynamique, très expressif, en fait, c'est ce qui est à l'origine de quasiment tout mon style graphique aujourd'hui sur ma série principale. Alors, principalement le style de Shingo Araki. Après, je suis influencé par tout ce qui touche à la japanimation, les séries animées, les mangas, un peu le comics et je dirais quasiment pas la BD franco-belge. Si on devait faire un top 3, ce serait vraiment le manga en premier. Et là, mes influences sont très diverses. Ça va aller du Takeshi Obata pour essayer de mettre des ambiances assez pesantes, même si je fais pas du tout le même genre d'histoire. Et ça va être des choses beaucoup plus shonen, comme Fairy Tail ou Black Clover tout simplement. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui m'influencent, mais vraiment l'univers de la japanimation, du jeu vidéo et du manga. Mon style graphique de maintenant, oui, assurément. Il est tellement, je dirais, il est tellement influencé, comme je disais tout à l'heure, par Shingo Araki, donc le caractère designer de Chevalier Zodiac, que lorsque les gens découvrent mon travail, ça leur donne une sensation de nostalgie, parce qu'ils ont l'impression de retrouver les dessins qui collaient aux séries animées des années 80-90. Il y a vraiment cet aspect nostalgie, âge d'or de l'animation japonaise qui se ressent à travers mon dessin, parce que c'est vraiment plus de ces séries-là, comme Dragon Ball ou les Chevaliers Zodiac, que je me suis inspiré plutôt que des séries plus récentes que j'aime beaucoup, mais dans lesquelles je puise moins d'idées, on va dire. Tout l'aspect graphique, déjà. C'est assurément les mangas qui me l'ont inspiré. Après, d'un point de vue narration, découpage, je peux pas trop m'inspirer des mangas parce que les mangas sont des livres de 200 pages qui permettent de décomposer énormément les mouvements pour les scènes d'action ou d'avoir des scènes de dialogue sur 10 pages. Ça, il n'y a pas de problème. Sur une BD franco-belge qui fait 46 pages, je peux pas malheureusement faire des scènes de combat qui font 20 ou 30 pages, sinon c'est les 3/4 du bouquin qui y passent. Donc le gros problème, quand je fais mes albums, c'est de condenser tout ça pour en faire vraiment un résumé, mais vraiment la matière brute, et j'ai malheureusement pas la place de détailler toutes les scènes, tout ce que j'aimerais développer, donc c'est assez frustrant de ce côté-là, mais pour tout le reste, c'est vraiment le découpage, la mise en scène, les plans, je dirais, de caméra, que j'essaie de reproduire, que je vois dans des films d'animation japonais ou dans des mangas. Ouais. Beaucoup plus cinématographique que la BD franco-belge, qui, pour moi, tient plus de la caméra posée sur un trépied qui filme juste ce qui se passe devant. Alors que dans le manga, on a vraiment un découpage, une mise en scène très cinématique, avec des angles de vue qui sont là pour renforcer les scènes d'action, avec des images déformées, tout ça. Et tout ça m'inspire énormément. Moi, j'aime beaucoup raconter. En fait, je suis très peu à l'aise avec les scènes où il se passe rien. C'est vraiment dans les scènes d'action, de combat, que là, vraiment, je m'éclate. Et là, les influences sont multiples. Très bizarrement, c'est une série qui est née par dépit. Parce que lorsque j'ai commencé à démarcher les éditeurs pour me faire publier, je cherchais pas du tout à faire de la BD jeunesse. Je voulais plutôt faire des BD gore, sanglants, des trucs adultes très trash, avec un style manga évidemment, mais c'était pas du tout jeunesse que je visais au départ. Et en fait, si je me suis lancé à faire les légendaires, c'est parce que tous mes projets adultes ont été refusés par toutes les maisons d'édition que j'ai contactées. Et comme au bout d'un moment, je savais plus quoi proposer comme histoire, je me suis dit, oh bah tiens, je vais tenter le secteur jeunesse. Et la première idée qui m'a passé par la tête, j'en ai fait une dizaine de pages à la va-vite que j'ai envoyé aux maisons d'édition, mais j'y croyais pas. Enfin, je trouvais ça mauvais, et c'était les 10 premières pages des légendaires, quoi. Donc ça a été inventé en l'espace de 2 semaines les légendaires, et 2 semaines plus tard, j'ai envoyé les 10 premières pages, quoi. Ça a été fait très vite, et ça a pris tout de suite. C'est-à-dire 2 jours après, j'avais une réponse des éditions Delcourt, et la série très vite a trouvé son public, même si c'était loin d'avoir le succès qu'elle a maintenant. Mais à l'époque, j'aurais pas cru une seconde que c'était dans la BD jeunesse que j'allais pouvoir percer dans le milieu. Et surtout que j'allais pouvoir m'y épanouir, parce que je pensais que ça allait pas être mon truc, et finalement je m'éclate à faire ce genre de série. Donc je sais pas encore ce que je ferai après les légendaires, mais je sais d'avance que ce sera une autre série jeunesse. Quand les éditions Delcourt m'ont fait signer la série des légendaires, dans ma tête c'était, oh je vais faire ça, quelques albums, puis après j'essaierai de revenir à mes premiers amours qui étaient les BD un peu plus d'horreur.
Et en fin de compte, le succès des légendaires, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, surtout qu'à l'époque j'étais novice dans le milieu. Donc même quand on me donnait des chiffres de vente, je savais pas les interpréter, savoir si c'était un succès ou pas. En fait, ça a été très progressif, hein. Ça n'a pas été un best-seller tout de suite. On va dire que c'est à partir du tome 5 qu'on a senti qu'il se passait quelque chose. Hein. Jusqu'alors, la série marchait, mais juste assez pour la continuer, on va dire. À partir du tome 5, il y a eu un petit décollement des ventes. Et puis à partir du tome 10, alors là ça a tout explosé, c'est quand j'ai donné justement à la série des légendaires un ton un peu plus sombre, un peu plus épique, plus dramatique. Alors là les ventes ont vraiment explosé, et là on s'est rendu compte qu'on tenait une BD phénomène. Mais je suis toujours surpris encore maintenant, parce que le succès ne s'est pas stabilisé, il est vraiment grandissant. Chaque année, les premiers tomes des légendaires se vendent encore davantage, quoi. Je touche déjà une nouvelle génération de jeunes enfants qui, à 3 ans encore, n'avaient pas l'âge de la lecture. Donc, j'ai une série à lecteurs à renouvellement, quoi. Voilà, c'est assez fou. Et donc, du coup, en fait, on se dit, mais en fait, on n'a pas encore atteint le summum de la série, mais c'est un pied incroyable. Moi, le premier spin-off, qui est les légendaires Origines, est venu d'une demande des fans qui demandaient quand est-ce qu'on allait voir les légendaires adultes. Parce que les légendaires, pour rappel, c'est une série qui raconte l'histoire d'adultes rajeunis par magie, et donc tout le monde est enfant, et c'est le principe même de la base de la série, c'est trouver un moyen de redevenir adulte. Et moi, je me disais, ouais, mais si je les fais redevenir adultes, c'est la fin de la série, il n'y a pas de suite pour moi. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à imaginer que j'allais pouvoir raconter, via une autre série, une préquelle qui raconterait les histoires des légendaires avant qu'ils soient rajeunis, et voire même raconter du coup la création du groupe. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher des dessinateurs, des dessinatrices pour dessiner ces spin-offs là, parce que j'aurais pas eu le temps de dessiner et la série principale et la série spin-off. Mais le premier spin-off est venu de là, et le deuxième spin-off, les légendaires Parodia, là c'est juste venu d'un envie de rigoler, de déconner, parce que la série principale et la série des légendaires Origines étant assez sombre, étant de plus en plus dramatique, il y avait de moins en moins d'humour, et j'avais envie de retrouver un peu les débuts de la série avec un ton plus léger. Et c'est là que je me suis dit, bah, tiens, tant qu'il n'y en a pas une non officielle, faisons une parodie officielle des légendaires. Et du coup, voilà, on a eu l'idée de raconter cette histoire-là, avec moi qui apparaît en tant que personnage dedans, ainsi que mes dessinatrices, tout ça, enfin, dans un délire un peu narcissique, du coup, parce que je me mets moi-même en scène comme un despote qui contrôle le monde d'Alicia, tout ça. Donc voilà comment se sont créés ces spin-offs-là. Alors, je pense que le tout premier manga que j'ai lu, c'était la version US colorée de Akira, qui était sorti aux éditions Glénat dans les années début 90, quelque chose comme ça. Mais le premier manga vraiment qui m'est marqué et qui m'a même fait verser la larmichette, c'était Video Girl Eye de Masakazu Katsura, qui était un shonen shoujo entre les deux. Hein. C'est une histoire romantique dans un monde, avec une histoire un peu fantastique. C'est la première fois qu'un manga, qu'une BD même, hein, de manière générale, arrivait à me faire pleurer, quoi. Il y a un tome qui m'a déchiré, où il y a un personnage qui décède, et pourtant on savait depuis 2 tomes qu'il allait décéder, voilà. Mais enfin bon voilà, et quand le personnage est mort, j'ai fondu en larmes, et je me souviens que je m'étais dit, waouh, le jour où j'arriverai à faire pleurer mes lecteurs avec mes BD, j'aurais atteint un certain but, quoi, parce que je me suis dit, c'est incroyable qu'on arrive à faire pleurer avec des dessins, sur papier, tout ça. Et quand des fans, des fois, me croisent, ils me disent, ah, mais tel tome, il m'a fait pleurer, je fais, oui! Parce que j'ai réussi à émouvoir mes lecteurs de la même manière que j'ai été ému par le travail de Monsieur Katsura, et c'est très important pour moi d'arriver à toucher mes lecteurs comme ça. L'esprit fantasy, action, aventure, humour, c'est très proche hein, dans les thématiques de ce que je fais moi-même avec les légendaires. Donc c'est pas un hasard que c'est ce manga-là, cette série-là, qui m'a le plus attiré dans le projet Rediscover, parce que voilà, elle me parlait plus, quoi. Alors évidemment, il y avait d'autres séries du projet Rediscover qui me plaisaient bien, mais celui-là, je savais qu'il allait me parler, que j'allais pas faire un énorme travail d'adaptation pour créer quelque chose. On est sur les mêmes thématiques avec l'auteur, avec le mangaka. Donc du coup, de dessiner une couverture reprenant les personnages de Black Cover, j'avais l'impression de dessiner presque une couverture des légendaires. On est dans le même trip, aventure, action-aventure. Et voilà, c'est par attachement. J'ai pas cherché à faire une couverture qui dénote du manga original pour la faire plus coller à mon univers. J'ai fait le genre de couverture qu'aurait pu faire le mangaka, tout simplement, quoi. C'est du moins j'ai essayé de me mettre dans sa peau, et j'espère que voilà, le résultat a été concluant. Alors d'abord j'ai été intrigué lorsqu'on m'a proposé l'idée de redessiner une couverture de manga, mais comme je disais, il fallait que j'ai un certain attachement au manga choisi pour que je donne ma réponse.
Et quand dans la liste des mangas encore disponibles, hein, parce que certains avaient déjà été donnés à certains illustrateurs, dès que j'ai vu Black Clover, je dis ah bah si je peux faire Black Clover, je signe tout de suite, quoi. Donc en fait ça s'est fait très naturellement. En 5 minutes c'était décidé, quoi. Après il a été question de planning et de validation, ce genre de choses, c'est toujours les périodes un peu les plus laborieuses, parce que des fois les Japonais sont pas très réactifs ou mettent très longtemps à valider tout ça. Et il y a eu quelques petites modifications à faire, mais ça je m'y attendais. Donc voilà, non, il y a pas, je m'attendais à plus de soucis, de pépins, de problèmes de validation pour la couverture. Donc ça s'est fait vraiment très naturellement à partir du moment où le planning le permettait. C'était un kiff personnel que de faire de la fanfiction. Je dessine des personnages de Black Clover, comme lorsque j'étais ado, je dessinais les personnages des Chevaliers Zodiac. Voilà, quand on dessine les personnages dont on est fan, c'est toujours plus marrant, on s'éclate, on n'a pas l'impression de faire un travail. Après, je dirais toute la partie marketing, dans quel but était fait cette opération pour toucher peut-être d'autres lecteurs, peut-être attirer justement des lecteurs des légendaires vers le manga, ce qui est assez pertinent, parce que c'est vrai que mes lecteurs, même s'ils aiment le graphisme manga, sont pas forcément des lecteurs de manga. Donc c'est vrai que du coup, si mon public peut aller, je peux le faire découvrir d'autres univers, autre chose que les légendaires, tout simplement, et en particulier du manga, je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça crée des ponts entre les formats manga, entre les formats BD franco-belges et tout ça, et dans l'autre sens aussi, parce que je sais que souvent les amateurs, les lecteurs de manga sont assez puristes, ils aiment pas trop, je me souviens les premiers temps que certains auteurs français faisaient du format manga, ils étaient mal perçus, quoi. Pour eux, c'était, mais qu'est-ce que vous laissez les mangas aux auteurs japonais et continuez à faire des BD franco-belges. Au départ, c'était très mal perçu. Les choses sont un peu changées. On est un peu plus tolérant maintenant pour aller d'un média à l'autre. Et le projet Rediscover participe à créer ces liens entre les deux univers. Alors, mon futur projet, donc j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est les Chroniques de Darkel. Donc, c'est la nouvelle série spin-off qui vient en remplacement des Légendaires Origines. Dans le dernier tome est sorti il y a 2 semaines seulement, qui caracole en tête des ventes BD, je suis content. Et donc voilà, cette série spin-off s'arrêtant, du coup, voilà, il est important que les fans des légendaires, version, je dirais, un peu adulte, avec une BD plus sérieuse, trouvent leur compte donc avec cette nouvelle série-là, dont je ne sais pas encore le nombre de tomes qu'elle fera, ce sera 3 minimum. Donc voilà, le gros projet de cette année pour une sortie l'année prochaine, c'est les Chroniques de Darkel. À côté de ça, la série principale continue, le spin-off Légendaire Parodia continue également. Les nouveautés de ces 2 séries devraient être pour la fin de l'année 2018. À côté de ça, on essaie de développer tout ce qui est produits dérivés. Il y a eu des figurines, il y a avec le dessin animé qui passe sur TF1, on va essayer de développer des articles, des colliers, des cartables, des trousses, ce genre de choses, pour que les enfants aillent à l'école aux couleurs des légendaires. Puis d'autres projets à venir dont j'espère que je pourrai parler bientôt, qui nous stimulent beaucoup actuellement, mais on sent qu'on est encore au tout début de tout ce qu'on peut faire avec les légendaires. On espère un jour un jeu vidéo, tout est encore possible hein, dans cet univers-là, mais pour l'instant je me concentre principalement sur les séries en cours. Si je m'adresse particulièrement aux lecteurs des légendaires, si vous aimez les légendaires, vous ne pourrez qu'aimer Black Clover, parce qu'on retrouve les mêmes choses qui ont fait le succès de l'univers des légendaires, des personnages charismatiques, attachant, beaucoup d'action, des péripéties, de l'émotion, un rythme effréné. J'ai rarement lu un manga shonen où quasiment chaque tome c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle histoire qui arrive, les personnages évoluent très rapidement, on n'a pas à attendre 5 tomes pour voir la fin d'un cycle en cours. Ça m'horripile les mangas qui ont des cycles trop longs. Franchement, si vous aimez l'humour, l'action, avec une histoire qui n'est pas prise de tête, où les personnages sont pas sans cesse torturés, non, c'est vraiment la BD fun à lire en ce moment, c'est Black Clover.